Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour cette heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À la une, ce soir, l'équipe de France est à Nice sur le terrain de l'Alliance Riviera, match de préparation à l'Euro. Et son capitaine, Hugo Lloris, né dans la capitale azurienne, justement, va fêter sa 100e cape de capitaine. Vous l'entendrez évidemment dans ce Grand Direct. On ira à l'Alliance Riviera rejoindre Claudia Olivier. Nous nous intéresserons ensuite à l'épidémie de Covid qui est au plus bas dans notre région. Le taux d'incidence est de 61 dans les Alpes-Maritimes. Il est désormais de 27. Vous verrez que des communes ont quasiment plus aucune trace du virus et que les masques tombent également. Et puis notre invité pour cette première partie de Grand Direct, ce sera le président d'Arco Pharma, le laboratoire spécialisé dans la phytothérapie installé dans les Alpes-Maritimes, qui a bien marché durant la Covid-19 et qui a de nombreuses perspectives. Mais pour débuter donc ce Grand Direct, nous prenons la direction de Nice et de l'Alliance Riviera, où nous attend Claudia Olivier. Ce soir, l'équipe de France affronte le Pays de Galles à 21h05. Deux événements, ma chère Claudia, ce soir. Le retour de Karim Benzema. Son dernier match en bleu, il l'avait joué à Nice. Mais surtout, Hugo Lloris qui va être capitaine pour la 100e fois. Hugo Lloris qui a été formé à Nice, qui est né à Nice. Il est chez lui, ici. Alors bonsoir Nicolas, donc oui effectivement je suis juste devant l'Alliance Riviera ici à Nice où ce soir l'équipe de France va jouer contre le Pays de Galles. Alors il faut bien le préciser, ce soir le match ce n'est pas un match décisif puisque c'est un match de préparation avant le début de la compétition qui débute la semaine prochaine, avant le début de l'Euro 2020. Alors comme vous l'avez dit, oui ce stade, le capitaine et le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, le connaît plutôt bien, puisqu'il a joué du coup pendant plusieurs années pour l'OGC Nice. Il s'est entraîné également dans ce stade. Donc pour sa 100e sélection, il est ravi de pouvoir jouer ici. On l'écoute d'ailleurs à ce propos. C'est magnifique en plus que ça puisse se jouer à Nice. Voilà, le hasard fait bien les choses. Lorsque j'ai démarré ma carrière, voilà, le capitanat n'a jamais été un objectif. J'ai été choisi et je suis très reconnaissant de cette confiance qu'on a pu m'accorder tout au long de ma carrière en bleu, que ce soit par Laurent Blanc et également Didier Deschamps. Voilà, je suis fidèle à moi-même. Je vais continuer à donner le maximum jusqu'à ce que l'histoire en bleu se termine pour moi. Alors évidemment, l'autre attraction de la soirée, c'est le grand retour du joueur Karim Benzema en équipe de France. C'est également dans ce stade qu'il a joué son dernier match avec le maillot bleu. C'était le 8 octobre 2015 face à l'Arménie. Et ce soir-là, il a été plutôt ovationné parce qu'il a réussi à marquer un doublé. Donc on lui souhaite le même sort ce soir. Et pour vous le dire, Nicolas, devant le stade, il y a déjà quelques supporters qui sont venus essayer de voir les joueurs. Donc, juste pour terminer, le match débute ce soir à 21h et il sera joué à huis clos. Merci Claudia Olivier en direct de l'Alliance Riviera, match à huis clos évidemment, même parce que les spectateurs sont autorisés à retourner dans les stades, mais l'horaire 21h05 est après le couvre-feu, voilà pourquoi il n'y a pas de spectateurs ce soir à Nice. Un œil à présent sur l'épidémie de Covid-19 qui ne cesse de reculer dans notre région. On va regarder les chiffres ensemble avec le taux d'incidence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est de 61 et deux départements qui sont sous le seuil d'alerte des 50, le Var et les Alpes-Maritimes. Les Bouches-du-Rhône affichent encore un taux d'incidence de 84, mais c'est largement en dessous de ce qu'on a connu il y a encore 15 jours. La tension hospitalière, elle, est elle aussi en recul, 36% dans les Alpes-Maritimes, 53% dans les Bouches-du-Rhône, 70% dans le Var, pour une moyenne de 54% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des chiffres qui poussent certains élus à
autoriser les habitants, les visiteurs à ne plus porter le masque dans les espaces extérieurs. C'est le cas de nombreux villages, plus que dans les villes. Exemple dans les Bouches-du-Rhône avec ce petit village de 1600 habitants, Cornillon-Confoux, où s'est rendu Valentin Rodriguez. C'est par cet arrêté municipal que le maire de ce village de 1600 habitants a levé le port du masque obligatoire dans les espaces publics extérieurs de la commune. Une décision motivée par le nombre de cas de Covid-19 à Cornillon-Confoux. Il y a 0 cas de Covid sur la commune, ce sont les statistiques santé français. Depuis maintenant, aujourd'hui, nous avons 48% de la population qui est vaccinée avec les 2 doses et 58% avec une seule dose. L'obligation du port du masque est maintenue dans la rue devant l'école en raison des rassemblements et de la sortie des classes. En un an de pandémie, c'est déjà le 3e arrêté que le maire du village prend sur les masques. Les habitants se réjouissent de cette nouvelle mesure. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on ne voit pas trop de monde dans les rues et tout. Donc le masque en extérieur, où il n'y a personne, moi je trouve que c'est judicieux de pouvoir dire il faut l'enlever. Ça a du bon sens. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, mais si vous comparez Marseille et Cornillon, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Le village est beau, donc c'est vrai que c'est agréable de sortir sans le masque. Et c'est bien qu'il ait pris cette initiative. Ouais. En PACA, comme Daniel Gagnon, une quinzaine de maires envisagent de lever l'obligation de porter le masque en extérieur. Et dans les Bouches-du-Rhône, sachez que la préfecture assouplit les règles concernant le masque. Il n'est désormais plus obligatoire, et ce, dans tout le département, donc sur les plages, dans les parcs, jardins publics, plans d'eau et les espaces naturels comme les massifs forestiers. À Marseille, quelques assouplissements également, mais il reste obligatoire de le porter dans l'espace public. Je vous évoquais les chiffres tout à l'heure, on évoquait les chiffres des Alpes-Maritimes. Le taux d'incidence est au plus bas, 27, ce qui nous ramène là aussi quelques semaines en arrière, il y a un mois, il était de 700. La commune de Saint-Césaire, par exemple, sur Siagne, elle a quasiment vu disparaître le virus. C'est un reportage de Claudia Olivier et Benoît Ruiz. À Saint-Césaire-sur-Siagne, sur les hauteurs de Grasse, le virus a quasiment disparu. Un vrai soulagement pour la pharmacienne du village. Pour le moment, on a encore quelques cas contacts, mais voilà. Des cas contacts, des cas Covid, mais beaucoup moins qu'il y a déjà un mois. Une dizaine de cas graves a été recensée parmi les 4000 habitants au plus fort de l'épidémie. Le taux d'incidence est monté jusqu'à 400. Même si le pire semble passer, le maire reste sur ses gardes. On n'est pas encore arrivé à plus de 60, 70 ou 80%, comme disent certains scientifiques, pour avoir l'immunité collective et le taux de vaccination. Il faut absolument, même à l'extérieur, il faut soit avoir le masque, soit respecter la distanciation. Depuis 2 mois, le nombre de cas Covid dégringole dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, le département ne compte plus que 27 cas pour 100 000 habitants. Une situation épidémique qui connaît une nette amélioration. C'est un peu difficile de trouver vraiment une raison unique. Effectivement, après, il y en a probablement un ensemble de raisons et c'est difficile d'être certain aussi de ces raisons. Mais je pense qu'effectivement, c'est un faisceau de raisons. Il y a en grande partie probablement la vaccination. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence est à présent au plus bas. Le département est aujourd'hui l'un des moins touchés par le virus. Et puis ces images qui viennent de nous parvenir, cette marche blanche organisée à Allot dans l'après-midi, dans les Bouches-du-Rhône. Une marche blanche en hommage à Raphaël, une jeune victime de 11 ans qui est décédée après un accident de scooter. Il était derrière son père qui conduisait. Son père qui affirme qu'un cycliste qui circulait en contresens l'a contraint à effectuer une manœuvre. Résultat, le scooter a été déséquilibré et Raphaël a heurté le trottoir. Il était scolarisé en CM2, évidemment, dans la commune. Beaucoup de monde dans le cortège et de nombreux anonymes, des centaines d'anonymes qui sont venus apporter leur soutien. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages au micro de Manon Mujica. Tout à fait. C'est un petit village, mais Allot, quand on est allodien, c'est avec le cœur, en fait. Donc c'est vrai qu'on est tous touchés par ce drame. Je suis venue parce que je suis grand-mère de 4 petits-enfants
Et je pense très fort à eux, je pense très fort à la famille. Un enfant, ça n'a pas de prix. C'est l'horreur. Et que la personne qui a fait ça essaie de se dénoncer. D'avoir ça sur la conscience toute sa vie, je pense que c'est pas très honnête. Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'il a passé son chemin, quoi? Pourquoi est-ce qu'il a laissé cet enfant gisant sur le sol? Pourquoi il a appelé personne? Incompréhensible. Incompréhensible. Voilà, un accident qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Le cycliste est recherché, une enquête est ouverte. La politique à présent est ce nouveau sondage autour des élections régionales, un sondage réalisé par l'Institut IFOP. Thierry Mariani est toujours en tête avec 39% des intentions de vote au premier tour. Il est suivi de Renaud Muselier avec 35% d'intentions de vote. L'écart se resserre entre les deux hommes par rapport à la semaine dernière. Sur la troisième marche du podium, c'est toujours Jean-Laurent Felizia du Rassemblement écologique et social, une partie de la gauche qui est unie avec 15% des voix. Au second tour, si le paysage se constitue en triangulaire, Thierry Mariani est toujours vainqueur selon cette étude, 43% des voix. Renaud Muselier est crédité de 38% et Jean-Laurent Felizia de 19% des voix. Par rapport au sondage précédent réalisé par Elab, en cas de duel, cette fois-ci, c'est Renaud Muselier qui tirait son épingle du jeu. Alors, vraiment un écart très court, 51% contre 49% pour Thierry Mariani du Rassemblement national. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une hypothèse où la gauche se retire au second tour pour laisser place donc à ce duel. Les 20 et 27 juin prochains, nous voterons donc pour ces élections régionales partout dans nos 3 départements. Il y aura également une autre élection, les départementales, anciennement appelées les cantonales. Nous allons nous y intéresser département par département. Ce soir, gros plan sur les Bouches-du-Rhône avec Lucas Licata-Caruso. Le département des Bouches-du-Rhône restera-t-il aux mains des Républicains? Martine Vassal, la présidente sortante, est candidate à sa propre succession. Les élections régionales en PACA cristallisent toute l'attention, mais les 20 et 27 juin prochains, les Français iront voter pour les élections départementales. Élections dans les 29 cantons du département des 58 nouveaux conseillers départementaux et donc du ou de la future présidente qui siégera ici, juste derrière moi, au conseil départemental. Face à la liste Les Républicains, 2 principaux rivaux qui n'ont toujours pas désigné leur candidat à la présidence du département, l'Union de la gauche, des écologistes et des citoyens, ainsi que le Rassemblement national. Ici, à Marseille, toutes les têtes d'affiche sont candidates dans l'un des 12 cantons de la ville. Benoît Payon, Samia Ghali, Sophie Camard, Sandrine Dangeau, Yannick Ohanessian et donc Martine Vassal. Selon nos confrères de la Provence, les ambitions du RN sont modestes, leurs priorités se situant dans les élections régionales. A noter aussi que la France insoumise, qui a renoncé à une liste régionale en PACA, ne sera présente que dans 11 des 29 cantons du département. Et c'est au final l'abstention qui pourra jouer l'arbitre dans ces élections. En 2015, seul un électeur sur 2 s'était déplacé. Pourtant, les compétences des départements sont nombreuses. L'entretien des routes, la gestion des collèges ou encore le versement du RSA. Le département des Bouches-du-Rhône dispose d'un budget de 2,7 milliards d'euros. En comparaison, c'est 400 millions d'euros de plus que le budget de la région PACA. Voilà, Lucas Licata-Caruso, l'occasion pour moi de vous dire que vous pourrez suivre évidemment ces élections régionales et départementales en direct les 20 et 27 juin prochains lors de 2 soirées exceptionnelles avec nos invités en plateau et nos journalistes dans les principaux QG de campagne. Voilà pour le premier JT de ce grand direct. Nous allons accueillir notre premier invité. Il s'agit du nouveau président des laboratoires Arco Pharma, spécialiste de la phytothérapie, installé dans les Alpes-Maritimes.
Et notre premier invité ce soir, c'est donc Éric Panigel, président des laboratoires Arcopharma. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va évoquer l'histoire de l'entreprise, son positionnement, spécialiste de la phytothérapie, des compléments alimentaires, avec évidemment une dimension naturelle. C'est une success story locale aussi, puisque vous êtes toujours installé à Carros, dans la plaine du Var, c'est dans les Alpes-Maritimes. Vous exportez partout sur la planète. On va évoquer les perspectives de l'entreprise. Mais j'ai quand même une question sur la crise que nous venons de traverser. Vous proposez des solutions sur le sommeil, le stress, l'angoisse, des solutions qui plus est naturelles, c'est dans l'air du temps. Ça fait plusieurs décennies que vous travaillez sur ces questions-là. Est-ce que vous avez profité de la crise? Pardonnez cette question, mais on imagine que alors, j'allais dire, vous avez eu... D'une certaine façon, oui. En tous les cas, sur le sommeil, la réponse est clairement oui. Effectivement, le marché du sommeil a beaucoup augmenté, quels que soient les marchés. En France, à l'international, c'est des marchés qui ont fait entre 15 et 20% de croissance. Et donc, on a une marque qui s'appelle Arcorelax, combinaison de plantes et mélatonine, et on a effectivement beaucoup bénéficié de cette croissance de marché. Alors c'est un marché parmi d'autres, et effectivement la difficulté de la crise finalement c'est la disparité des tendances marché par marché. Vous avez des marchés qui ont explosé comme le sommeil, vous avez les marchés sur l'immunité qui ont beaucoup augmenté, mais vous avez aussi des marchés qui ont beaucoup baissé. En Espagne par exemple, on est le leader de tout ce qui touche à la minceur. Je peux vous dire que l'année dernière, les femmes espagnoles n'allaient pas sur la plage, ne pensaient pas à tous les produits minceurs, et le marché s'est effondré. L'ORL c'est pareil, la gastro c'est pareil. Donc on a eu des plus, on a eu des moins, mais le sommeil est clairement un plus. Alors est-ce que globalement, du coup, cette année 2020 reste positive pour vos laboratoires ? Alors, l'un dans l'autre, on a fait une bonne année 2020. Alors, j'allais dire, comme tout le monde, quand le premier confinement est arrivé au mois de mars, tout le monde était inquiet. Mais finalement, on a fait plutôt une bonne année. Nos clients ont été... Premièrement, nos clients sont restés ouverts, les pharmacies. Les consommateurs ont acheté certains produits en quantité. On a parlé du sommeil, on a parlé des produits sur l'immunité. On a d'autres marques qui ont beaucoup marché. Et l'un dans l'autre, on a fait une année qui était une année de croissance. Donc, on a fait 3% de croissance, un peu plus de 3% de croissance, à quasiment 184 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on peut dire qu'on a fait plutôt une bonne année. Et je vais dire, par rapport à beaucoup d'autres secteurs, on peut pas... Oui, voilà. Bon, c'est un point positif et ça rejaillit évidemment sur notre économie locale parce qu'on parlera des emplois. On va revenir sur la question du sommeil parce qu'on s'y est intéressé. Stéphanie Mossman s'y est intéressée. On regardera un extrait de son reportage, son magazine qu'elle avait consacré à la question du sommeil. Et elle était venue vous voir dans les labos Arcopharma à Carros. Mais d'abord, peut-être pouvez-vous nous rappeler l'histoire, l'ADN des laboratoires Arcopharma, puisque c'est une entreprise du cru qui rayonne à l'international et qui a donc une spécialité, le produit naturel. Finalement, cette société a été créée en 1980, donc il y a un peu plus de 40 ans, par un entrepreneur de génie, Max Romby, qui était vétérinaire à la base de son état, mais qui a créé le laboratoire avec une idée simple, c'est soigner par les plantes. Et lui, sa grande idée, au début, en tous les cas, au démarrage du labo, ça a été quelque part de reproduire le côté herboristerie en le standardisant, en l'amenant à une qualité qui soit constante, en proposant des formes galéniques qui soient facilement absorbables par tout le monde. Et donc, il a travaillé sur la gélule, il a travaillé sur l'ampoule, il a travaillé sur le comprimé. Et effectivement, on est devenu assez rapidement la première société en France de phytothérapie et la première société en Europe de phytothérapie. Donc, le métier d'Arcopharma, effectivement, c'est de soigner par les plantes. Et on a à peu près 140 plantes qui sont travaillées dans le laboratoire. Un grand nombre sont des plantes bio. On essaye de travailler sur du sourcing principalement français, européen, mais il y a quelques plantes. Si vous prenez l'Arpagophytum, on est obligé de l'acheter en Namibie, par exemple. Voilà, donc ça c'est le métier d'Arcopharma. Et depuis, on s'est étendu sur tout ce qui touche au complément alimentaire naturel, puisque c'est la raison d'être finalement du laboratoire. Et on a une expertise qui est unique, je dois le dire. Alors avant de parler de la provenance justement des plantes, et peut-être que vous nous citiez quelques exemples qui vont vous parler, c'est certain. Un mot sur les collaborateurs. Combien de collaborateurs à travers la planète, et peut-être plus spécifiquement dans les Alpes-Maritimes? Alors, Arcopharma, c'est à peu près 1100 collaborateurs, donc partout. On a effectivement, le site le plus important est à Carros, puisqu'à Carros, on a un centre de R&D, on a un centre de production, on a un centre logistique qui distribue tous les pays européens et on a aussi les bureaux. Donc sur le site de Carros, vous avez quasiment 700 personnes qui sont à Carros. Alors pendant la période du Covid, c'est un peu moins puisqu'on avait beaucoup de gens en télétravail, mais c'est 700 personnes, dont entre 300 et 400 entre la production et la logistique, le reste étant dans les bureaux. Ça fait de vous une des plus grosses entreprises du département.
Alors, je ne sais pas quel est notre classement exact, mais je sais qu'on est dans les plus gros, effectivement, employeurs du département. Il y a Amadeus aussi qui est... Amadeus, je crois, le numéro 1, je crois qu'on est le numéro 2, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tous les cas, on fait partie des plus gros employeurs des Alpes-Maritimes, et effectivement, depuis un certain temps, 40 ans d'existence. Forcément, et vous n'êtes jamais parti d'ici, malgré les tentations, ça, on peut le signaler aussi. On a fait même un petit peu on a joué un petit peu la carte inverse. On avait des sites de fabrication il y a 6 ans, on en avait un en Irlande, un en Italie, on a tout rapatrié sur Carros, donc j'allais dire, c'est plutôt le contraire. On n'a fait que du français finalement, alors qu'avant on était plutôt un peu plus européen. C'est une bonne nouvelle pour nous. Les plantes, alors quelles sont les plantes stars, entre guillemets, de votre production? Vous en avez plus de 140, mais... On a des plantes stars. Alors, on n'a pas que des plantes, mais on a des plantes stars. La valériane, par exemple, est une plante star. On l'achète dans le Maine-et-Loire. On a la vigne rouge qu'on vend beaucoup. On l'achète en partie dans l'Hérault et dans les Pyrénées-Orientales. Donc, on achète beaucoup, en fait, en France. Tout ce qu'on peut sourcer en France, on le source. Certaines plantes sont achetées en Europe et certaines plantes sont des plantes soit qui peuvent venir d'Asie, d'Afrique, selon leurs bénéfices thérapeutiques, leurs origines. Mais enfin, voilà, oui, c'est un petit peu ça. On a beaucoup évoqué durant le confinement la question des troubles du sommeil. Il y avait plus d'un Français sur 2 qui reconnaissait avoir des problèmes d'angoisse, de sommeil liés au confinement. Stéphanie Mossmann est venue chez vous, Arco Pharma, c'est notre journaliste, évidemment. Elle a consacré un magazine à cette question sur nos antennes. Vous voyez ce petit extrait, justement, filmé dans les laboratoires de Carros. Vous avez du mal à vous endormir ou l'endormissement se fait facilement? Alors, j'ai du mal à m'endormir et puis je me réveille plusieurs fois dans la nuit dû au cauchemar que je fais. Dans son cabinet, le docteur reçoit de plus en plus de patients souffrant de problèmes de sommeil, à l'instar de Joël, perturbé depuis plus d'1 an et dont les nuits sont ponctuées de cauchemars. Premier confinement, j'ai senti déjà que je n'avais pas un sommeil totalement réparateur, mais depuis qu'on nous a annoncé ce reconfinement, je dors très très mal tous les jours et surtout je fais beaucoup de cauchemars. Et donc là, c'est quand je me lève le matin, je suis extrêmement fatiguée. Et c'est vrai que les réactions de peur, les réactions d'anxiété, les réactions de déprime, les réactions de stress post-traumatique, l'un des symptômes les plus importants, et même qui surviennent comme ça en premier, et on peut parler de signes d'alerte, c'est les troubles de sommeil. La preuve, le marché des compléments alimentaires pour mieux dormir ne cesse de croître. Dans le département, le laboratoire pharmaceutique Arco Pharma, lui, enregistre en 2020 une croissance de vente de 22% pour son produit phare, Arco Relax Sommeil Fort. Donc dans une première couche, on va mettre de la mélatonine qui va être libérée rapidement pour favoriser intensément l'endormissement. On y rajoute des plantes également qui vont agir à la fois sur l'anxiété et favoriser, renforcer ce phénomène d'endormissement comme la valériane et la passiflore. Et dans la deuxième couche, qui va se déliter tout au cours de la nuit, eh bien on va libérer de façon continue la mélatonine et l'escolcia pour avoir une bonne qualité de sommeil. Mémoire et apprentissage, métabolisme ou encore immunité, il est établi que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. Dans les années à venir, les troubles du sommeil risquent bien de se transformer en vrais problèmes de santé publique. Voilà, un extrait du MAC de la rédaction préparé par Stéphanie Mossmann. Ce qu'elle dit à la fin là, de son commentaire, le sommeil, c'est pas encore reconnu officiellement comme un problème de santé publique, mais on n'en est pas loin. Parce que même avant la crise de la Covid-19, déjà beaucoup de Français, beaucoup d'habitants de notre région souffraient de ça. Je pense que le sommeil, enfin le problème du sommeil et de la qualité du sommeil était un vrai problème de santé publique, effectivement. Beaucoup de gens en souffrent. Alors avec l'âge, j'allais dire, c'est encore plus traumatisant. Et dans les périodes qu'on vient de traverser, j'allais dire, ça s'est encore accentué. Alors c'est vrai que pour traiter les problèmes de sommeil, je ne vais pas vous dire, il n'y a pas que le médicament, il n'y a pas que la plante, c'est un peu quelque chose qui doit être pris de façon un peu holistique. Ça peut être de la relaxation, il y a beaucoup de choses. Mais la plante et tous les produits proposés par Arco Pharma sont en tous les cas une aide pour améliorer la qualité de votre sommeil. Depuis plusieurs années, le regard a changé aussi sur la phytothérapie. Oui. Elle est considérée aujourd'hui comme une vraie discipline. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Ça fait longtemps qu'elle est enseignée en tous les cas dans les cursus des pharmaciens. Elle est prise de plus en plus au sérieux aussi par les médecins qui ont trouvé aussi comme quelque chose d'intéressant parfois de compléter leur traitement allopathique par du complément alimentaire. Donc effectivement, et il y a une vraie demande de fond de toute façon
des Français en général, mais ça va bien au-delà des Français, pour se soigner avec des solutions naturelles et pour essayer de prendre le moins possible de produits chimiques. Donc très clairement, tout ceci fait que petit à petit, on est sur un terrain, en tout cas un marché qui a une croissance naturelle, une demande naturelle qui est en train de prendre. Aujourd'hui, vos marchés essentiels, la France, bien sûr l'Europe. Voilà, alors on va dire on fait plus de 90% de notre chiffre d'affaires en Europe. La France est le premier marché, l'Espagne est le deuxième. Mais on a aussi une filiale au Portugal, on a une filiale en Belgique, on a une filiale en Italie, on a une filiale en Hollande, on a une filiale en Suisse. Donc l'Europe est quand même naturellement, j'allais dire, notre marché numéro 1. Parce que premièrement, au niveau réglementaire, vous avez une harmonie des règles qui permet plus facilement, j'allais dire, d'exporter et de vendre ces produits-là. Donc ça, c'est la première raison. Et à côté de ça, via des distributeurs, on commercialise dans une quarantaine de pays, parfois dans des pays où on a des positions qui sont très très fortes, même si c'est des pays qui peuvent faire sourire, comme l'Équateur. On est probablement le leader de la santé naturelle en Équateur, qui est un tout petit pays, mais on a un très bon partenaire distributeur et on a des parts de marché qui sont très significatives dans un marché comme celui-ci. Et en Amérique du Sud, j'imagine qu'il y a quelques plantes aussi mais dont vous vous servez. Il y a quelques plantes d'Amérique du Sud qu'on peut utiliser dans notre portefeuille, mais c'est vrai que quand on arrive là-bas, on vend surtout les produits que l'on connaît, qui sont travaillés en France et qui font partie de notre portefeuille. Avant de vous poser la dernière question qui vous concerne, puisque vous êtes le tout nouveau président d'Arco, enfin tout nouveau. Ça fait quelques mois que je suis arrivé, mais pas longtemps quand même. Voilà. Une question quand même sur les perspectives 2021. Vous l'avez dit, l'année 2020 a été somme toute assez bonne au regard du contexte. Vers quoi allez-vous vous tourner pour cette année-là 2021 qui est déjà bien entamée? Alors moi je suis arrivé en octobre, on était en train de finaliser le budget. C'est vrai qu'on avait des vraies questions en disant voilà 2020 a été une année très atypique à cause du Covid, comment va être 2021, que va-t-il se passer au niveau épidémique. Donc on a été assez prudent, on avait fixé un objectif de croissance à 3%. Et après 5 mois d'activité, on est complètement en phase avec le budget, même un petit peu au-delà. Donc on est en train de revoir nos ambitions et j'espère qu'on fera une année qui sera une année encore de croissance. Entre 4 et 5% de croissance, c'est un peu le chiffre que l'on vise pour cette année. Donc jusqu'à présent, tout va bien. On va voir comment le fait de le déconfinement, la vaccination va aussi impacter sur le moral des gens. Et du coup, peut-être les produits minceurs vont repartir de plus belle, parce que là, ils ont dû recommencer à se vendre. Ils commencent à repartir, vous avez tout à fait raison. On le lit très légèrement dans les chiffres de consommation. Les gens recommencent à acheter des produits de minceur. Donc effectivement, il y a certains produits qui vont repartir à la hausse. Avec l'été qui arrive, bien sûr, et les mesures de déconfinement qui font plaisir à tout le monde. La dernière question, ce sera donc sur votre patte, si vous me passez l'expression. Vous succédez à plusieurs dirigeants, le fondateur évidemment qui est fondateur emblématique. Ça fait quelques mois que vous êtes à la tête de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une patte Éric Panigel, une direction que vous allez insuffler? En tous les cas, ce que je souhaiterais faire, premièrement, c'est vrai que cette société a vécu longtemps sous la houlette d'un entrepreneur de génie. Ensuite, il y a eu un peu un changement finalement de culture et peut-être que la confiance dans l'entreprise a été un petit peu perdue. Donc on a besoin de la reconstruire et ça c'est le rôle d'un dirigeant. Donc ça c'est un des premiers objectifs que je me fixe. Et ensuite le deuxième, c'est vrai quand on regarde Arco Pharma, on a toutes les valeurs d'une entreprise contemporaine, de ce que souhaitent les consommateurs. On fabrique en France, on produit en France, on a une entreprise à taille humaine, on travaille sur des produits de santé naturelle. Donc finalement, notre ambition, c'est de continuer à recruter, à servir des nouveaux consommateurs et à fidéliser les consommateurs à la marque, à créer ce lien un petit peu spécial avec Arco Pharma et ses consommateurs. Si on arrive à faire ça après mon passage, j'allais dire que quelque part, j'aurais réussi mon mandat. Et pour tout ça, vous allez vous servir de votre expérience acquise chez les laboratoires Vendôme, Iprad, par exemple. Vous avez un vrai parcours dans cette filière-là du laboratoire. J'ai un parcours qui combine des très grosses sociétés et des sociétés plus petites, effectivement, et des laboratoires en particulier, ce qui me permet à la fois de bien apprendre les sujets de marque, de marketing et de vente qui sont assez importants pour Arco Pharma, et en même temps d'avoir cette connaissance du marché de la santé qui est aussi tout à fait indispensable par rapport au laboratoire Arco Pharma. Donc j'ai le profil, c'est peut-être pas suffisant, mais en tous les cas, c'est déjà un atout pour démarrer. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Éric Panigel, président des laboratoires Arco Pharma, dont le siège est le siège laboratoire, la recherche et développement sont installés à Carros, dans les Alpes-Maritimes. On se dirige donc à cette heure-ci, comme vous le savez, vers la deuxième partie de ce grand direct.
Avec dans les titres de cette deuxième demi-heure, l'après-M. Si vous êtes Marseillais, vous savez de quoi je parle. C'est ce McDonald's dans les quartiers nord qui avait défrayé la chronique, notamment pour les méthodes de gestion de son manager. Depuis, les salariés avaient repris le site pour en faire un restaurant solidaire. Eh bien, la mairie de Marseille rachète ce restaurant. Vous entendrez notamment Benoît Payan développer sur le projet qu'il compte installer sur place. Les salariés, les bénévoles sont ravis. Nous découvrirons aussi ensemble cette borne virtuelle, un coach virtuel. Ça se passe sur les bords de la Siagne, dans les Alpes-Maritimes, sur la commune de Mandelieu. C'est une première en France. Il suffit de vous rendre devant, de sélectionner vos exercices et un coach, via la vidéo, vous guide. Enfin, nous nous intéresserons, puisque l'été est là, on ne va pas se mentir, les températures sont estivales, nous intéresserons au tourisme vert. Nous accueillerons la coordinatrice du projet Tourisme durable pour PACA. Nous parlerons de cyclotourisme également. Voilà pour le menu de cette deuxième partie. Nous allons donc attaquer à Marseille avec l'après-M, ce restaurant qui était venu remplacer un McDonald's dans les quartiers nord. Les salariés, les associations, les bénévoles avaient récupéré le site après plusieurs conflits sociaux. Et une bonne nouvelle a été annoncée aujourd'hui par le maire de Marseille, Yentel Criado. J'ai eu au téléphone avant-hier le président de McDonald's France pour lui indiquer la décision de la ville d'acheter le McDonald's. L'annonce a entraîné une explosion de joie. La ville de Marseille rachète l'ancien McDonald's de Saint-Barthélemy dans les quartiers nord. Après sa liquidation judiciaire, le site s'était transformé en restaurant social et solidaire grâce à la mobilisation des associations et des riverains. Toujours menacée d'expulsion par le propriétaire des lieux, la mairie a décidé d'agir. Benoît Payan est venu ce matin sur place pour annoncer le rachat. Il veut en faire un lieu de création d'entreprises solidaires. C'est un projet qui va créer de l'emploi, qui va créer de la solidarité, qui va montrer qu'un projet économique et social peut être pérenne dans ces quartiers quand les habitants de ce quartier prennent en main leur destin. Grâce à cette aide, les bénévoles espèrent poursuivre leurs actions solidaires, notamment le Fast Social Food. Je rappelle que le Fast Social Food, c'est un des rares fast-food où on pourra venir manger en fonction de ses revenus et non pas en fonction du prix du menu. Donc ce projet-là continue et on continue à y travailler. Et d'ici que le restaurant se met en route, nous avons un certain nombre de projets que nous allons continuer à développer. Les jardins partagés, donc un petit bout de l'expérimentation est ici. Les poulaillers nourriciers dans les cités, il y a quelques poulaillers qui se mettent en route. Dans cet arrondissement de Marseille, où le taux de pauvreté dépasse les 40%, l'après-m distribue également des colis d'aide alimentaire chaque semaine. Des œufs à donner, qu'on les garde bien frais, les dattes, des croissants. Il y en a même des lundis, il y a 1500 personnes qui viennent. Et même s'il ne nous reste rien, on donne tout ce qu'on a ici. À 24 ans, Diana est une ancienne bénéficiaire devenue bénévole. Pour la jeune femme, l'annonce du maire de Marseille ce matin est un vrai soulagement. Pour moi, ça change tout parce que moi aussi, j'étais en galère. Moi aussi, j'étais en galère et je sais qu'est-ce que ça veut dire pour ces familles-là qui ont besoin. Une opération à plus de 600 000 € pour la ville de Marseille. Le rachat du site devra être voté lors du prochain conseil municipal, le 9 juillet prochain. À Nice, un peu de sport et d'activité nautique pour les enfants durant l'été. Une partie de la plage de Galets célèbre leur sera réservée au travers du club l'Irateta. Il suffit de s'inscrire auprès de la mairie. La présentation des activités avec Marie Giusto. Lorsque vous êtes sur l'eau, on met la main sur le safran derrière et on le met dans l'eau, comme ça vous pouvez conduire. Mais pas à terre, sur l'eau. Optimistes, kayak, paddle, les membres du club l'Irateta vont avoir le choix durant l'été. Ce petit groupe, par exemple, se prépare à prendre le large.
On a une pagaie et on doit ramener le plus vite possible sur l'eau. J'aime bien faire tomber les autres et ensuite j'aime bien me baigner avec de l'eau. C'est physique et ça fait renforcer nos bras et ça fait du bien d'aller un peu dans l'eau, surtout en ce moment parce que on se retrouve surtout chez nous. Sous la surveillance de Youssef, les enfants ne courent aucun danger. Sa mission, encadrer les activités en pleine mer. Si on a le moindre souci, je fais revenir un bateau du large de l'Optimiste pour veiller sur la sécurité des enfants avec le paddle et avec le kayak. Après une année difficile liée à la crise sanitaire, l'été va permettre aux enfants de retrouver un air de liberté et de profiter de la mer. C'est un moyen de prendre en compte plusieurs dimensions, à la fois la dimension de vie en groupe, la dimension de règles d'un jeu ou d'activité, la dimension environnementale, et puis la dimension du danger aussi. Toutes les activités qui sont pratiquées ici sont pratiquées après que nous avons validé leur capacité de nageur ou de non-nageur, mais aussi après que nous leur avons enseigné les bases, les vents, les bouées, les règles de prudence à adopter, quoi que l'on fasse à partir du moment où on approche de l'eau. Cette saison estivale 2021 est bel et bien lancée. La plage attend les enfants des centres de loisirs qui pourront se défouler au mois de juillet et d'août. Il reste encore des places pour les enfants de 3 à 17 ans. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de la ville de Nice. Toujours sur la Côte d'Azur, cette première en France, la ville de Mandelieu a installé des bornes tactiles sur son territoire pour suivre des séances de sport connectées. Elles sont gratuites, accessibles à tous, un dispositif qui a déjà trouvé son public. Sébastien Serrano. Sur les bords de la Siagne, un nouvel accessoire est venu s'intégrer au paysage. Une station digitale avec un coach sportif virtuel. Cet équipement sportif inédit est constitué d'une borne tactile connectée qui propose des séances de sport de 15 minutes en plein air. Alors très simple d'utilisation. Je choisis 1, 2 ou 3 sur le niveau, suivant mes capacités. Le coach virtuel arrive. Il va nous proposer un échauffement. Voilà. L'échauffement qui va durer ce temps-là. Une fois que l'échauffement est terminé, pendant 15 minutes, donc on part sur la séance. Et à chaque fois qu'il va nous montrer l'exercice, on aura dans un petit carré l'exercice suivant qui va s'afficher également en bas sur l'écran. On peut venir à n'importe quelle heure, il n'y a pas de séance, c'est en totale liberté. Effectivement, le coach, il est dans la boîte, il n'y a plus qu'à le suivre. Vous voyez, son dos est bien gainé, donc il suffit d'être en appui, une belle planche, et puis lui il se déplace et il pompe bien sûr, il monte le niveau de son corps comme il doit le faire, en bas, en haut, en bas, en haut. Des cours de sport gratuits en plein air et accessibles à tous à partir d'une borne connectée, c'est une grande première en France. L'occasion de rappeler l'investissement de la commune de Mandelieu en matière de sport et de loisirs. C'est une ville de sport, c'est une ville de nature et les villes, les territoires publics doivent être des laboratoires d'expérimentation pour toutes les sociétés. On doit innover, on doit se remettre en question sans arrêt et se toujours se demander ce qu'on peut apporter en plus. Et dans ce cadre-là, qu'avec Airfit, nous avons lancé cette nouvelle innovation en espérant qu'il y en aura beaucoup d'autres. Accessible à tous les publics, la borne a déjà ses premiers fans. Des jeunes sportifs de la base de loisirs voisine se sont eux aussi prêtés au jeu et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce cours de sport 2.0 est validé. C'est unique de voir un écran comme ça qui nous fait faire du sport, avec en plus une espèce de station, on va dire, de sport. C'est super, quoi. Surtout que c'est une des premières en France. J'ai vu quand ils étaient en train d'installer ça, c'était une des premières en France. Je crois que c'est une très bonne idée. Pour moi, c'est bien pour le fitness et tout ça. L'autre espace Airfit de la ville sera prochainement équipé du même dispositif. L'occasion pour monsieur le maire de se remettre au sport. Il faut que je m'y remette vraiment sérieusement. Il y a le coach. Il y a le coach, voilà, ils attendent plus que moi. D'ailleurs, j'ai senti qu'il y avait du défi dans l'air. Il est taquin, ce Sébastien Serrano. On part maintenant sur les pentes du Montboron. C'est à Nice où les projets écologiques se multiplient. Écologiques et d'entretien également de la faune et de la flore. Les bénévoles et les curieux d'ailleurs qui se sont joints au groupe ce matin ont participé à une séance d'arrachage de plantes invasives. Le tout devant la caméra de Marie Justo. Les cibles de ce groupe de marcheurs, les grappes de sénécio, une plante invasive qui étouffe la végétation alentour. Ces bénévoles arpentent la forêt du Montboron, une activité qui allie grand air et action environnementale. C'est quand même notre région.
Donc ici, moi je viens de temps en temps me balader et tout, donc j'aime bien que ce soit bien propre, bien, pour que la nature reprenne bien ses droits. C'est tout à fait normal, on a du temps, on est à la retraite, on est... Bon. Voilà, moi j'ai de la chance d'être encore en forme, donc je profite du maximum, ça nous fait prendre l'air. Et quand on fait simplement de la promenade, on ne les remarque pas. C'est vert, bon, bah, c'est très bien, on ne se dit pas « Ah, mais c'est en train de tout envahir ». D'autres sont ici car ils sont attachés à ce lieu. Montboron, moi j'y allais tout le temps quand j'étais petite, donc c'est vrai que c'est un endroit assez important pour les Niçois, je pense. Et c'est bien de pouvoir participer quand on voit tout ce qu'il y a à faire en termes de que ce soit les déchets qu'il y a un peu partout dans le Montboron ou les espèces invasives. Dans cette forêt, 57 hectares sont colonisés par ces plantes importées il y a quelques années par l'homme. Si normalement le sénécio envahit les jardins, il se répand désormais dans les espaces naturels du département. C'est des plantes qui ont été introduites en France vers 1936, voilà, suite aux échanges commerciaux qu'on pouvait avoir avec différentes parties du monde. Donc comme les gens commençaient à avoir un certain engouement pour les jardins, on a fait venir des plantes du monde entier, donc notamment en Afrique du Sud où on peut trouver de très belles plantes fleuries. Et ce sénécio-là est venu sûrement dans un pot de fleurs ou dans un sachet de graines. Autre problématique, le sénécio se développe tellement vite qu'il risque d'étouffer totalement des plantes endémiques comme la nivéole de Nice. On a vraiment un enjeu de sauvegarde de certaines espèces sur la forêt. Et ces espèces, elles se développent plus vite et vont étouffer notamment et prendre de la lumière, prendre des nutriments à toutes les espèces protégées. La matinée aura permis de défricher une petite partie de cette forêt emblématique de Nice. Les associations Nice Plogging et World Cleanup Day organisent d'autres opérations comme des footings en ville pour ramasser des déchets. Et avant de reparler environnement, écologie et écotourisme très précisément avec nos invités dans quelques minutes maintenant, un mot de cette œuvre que vous avez peut-être aperçue, cette œuvre gigantesque à Toulon. Elle est signée Tadashi Kawamata et c'est Thomas Bernabé qui s'est rendu sur place et qui a surtout rencontré l'artiste. C'est une œuvre monumentale qui vient d'être érigée ici, place Monsenergue à Toulon. Une œuvre de l'artiste Tadashi Kawamata, réalisée dans le cadre du cycle Passion Bleue, organisé par la scène nationale Château-Vallon Liberté. À cette occasion, l'artiste présent sur place a pu répondre à quelques-unes de nos questions et nous en dit plus sur son travail. Il y a 2 ans, je suis venue à Toulon rencontrer les équipes de la scène nationale Château-Vallon. Ils voulaient que je réalise quelque chose sur l'espace public. On a baladé dans la ville et sur le port et c'est là que j'ai vu ces épaves de bateaux. Je me suis dit que c'était un matériau parfait pour réaliser un projet. J'utilise toujours des matériaux de récupération, des matériaux que les gens jettent. C'est une sorte de recyclage, mais c'est surtout recréer quelque chose. C'est ce que je fais avec les bateaux qui se trouvent derrière moi. Je leur ai donné une seconde vie. Merci Monsieur Kawamata pour ces explications. Alors il reste encore du travail avant que l'œuvre soit entièrement finalisée. Le mât central qui se trouve juste derrière moi sera entièrement enlevé afin que les visiteurs puissent déambuler entre les bateaux. L'œuvre sera ensuite inaugurée le 21 juin prochain et devrait être visible pour une durée de 4 mois. Voilà cette œuvre monumentale donc à découvrir à Toulon. On va accueillir nos invités. Je vous l'ai dit, nous allons parler écotourisme, cyclotourisme également. Et c'est évidemment dans la dernière partie de ce grand direct. Mais avant cela, comme tous les soirs à 7h6, le rappel des titres. Ce soir, l'équipe de France va démarrer sa préparation pour l'Euro 2020 à Nice. Ça se passe ce soir, 21h05, match face au Pays de Galles. Et Hugo Lloris, l'enfant du pays, né à Nice, formé à Nice, va fêter sa 100e sélection en tant que capitaine. Une sélection qu'il va pouvoir donc célébrer à domicile. Karim Benzema va également faire son retour à la pointe de l'attaque des Bleus. L'épidémie de Covid-19 au plus bas, le taux d'incidence est de 61 région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans les Alpes-Maritimes, il est même de 27. Nous avons vu dans cette édition que certaines communes comme Cornillon, Confoux ont choisi de ne plus obliger les habitants à porter le masque dans les espaces extérieurs. Et puis Arco Pharma, cette success story démarrée dans les années 80 à Carros, dans les Alpes-Maritimes, spécialiste de la phytothérapie. Le chiffre d'affaires est en croissance.
Et évidemment, les produits bien-être ont explosé durant le confinement. L'écotourisme, le cyclotourisme, nous allons en parler avec nos deux invités pour terminer ce grand direct. D'abord, Laure Reynaud, qui est coordinatrice du projet Tourisme durable pour les parcs naturels régionaux en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le cas du Verdon, des Alpilles, du parc de la Sainte-Baume, des Préalpes d'Azur également. Je ne vais pas tous les citer, il y a la Camargue évidemment qu'on connaît tous. Et puis on fera un petit peu de sport quand même également avec Bruno Confé, qui est président du comité cyclotourisme dans les Bouches-du-Rhône. Alors ce sont des activités et une approche du tourisme qui concerne également les habitants de notre région, hein, pas uniquement les touristes étrangers ou parisiens ou bretons qui viennent passer l'été sur la Côte d'Azur. Laure Reynaud, on va commencer avec vous. D'abord peut-être pouvez-vous nous expliquer quelle est votre mission, ce qu'on entend par projet tourisme durable pour nos parcs naturels régionaux? Alors, bonsoir à tous, merci de nous donner la parole. Donc effectivement, moi je coordonne le réseau Tourisme durable pour les 9 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis une dizaine d'années environ. Nous travaillons au niveau des parcs sur ce qu'on appelle la structuration et la qualification de l'offre en tourisme durable. L'idée, c'est d'accompagner et d'animer un réseau de professionnels du tourisme qui portent la marque des parcs qui s'appelle Valeurs Parc Naturel Régional. Et on les accompagne pour progresser dans leurs pratiques durables par le biais d'audits et de plans d'action de suivi. Et l'idée, c'est de travailler avec eux pour faire émerger une offre écotouristique sur le territoire qui réponde aux attentes des clientèles en recherche. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi concrètement? C'est des pistes de vélo, par exemple? C'est des hébergements éco-responsables où on va réutiliser l'eau, où on va faire attention à sa consommation d'énergie? Ou même peut-être des dispositifs tout simples comme le fait de disposer des poubelles pour éviter qu'on jette nos masques sauvagement dans la nature. C'est ça, c'est l'ensemble de tout ça. Donc les professionnels qu'on accompagne peuvent être des hébergeurs, des restaurateurs, des sites de découverte, des accompagnateurs nature. Il y a également des projets d'aménagement qui sont faits sur les parcs avec des pistes cyclables, des équipements en dur. Et l'idée effectivement, c'est de déployer des pratiques durables sur l'ensemble de ces espaces. Donc voilà, vous citiez effectivement des actions sur le respect de la nature, les économies d'eau, la gestion des déchets, le fait de proposer des activités qui sont durables aussi pour le territoire, qui prennent en compte les activités des habitants. Il y a voilà, tout ce type de démarches. Bruno Confé, vous qui présidez le comité de cyclotourisme dans les Bouches-du-Rhône, on a entendu Laure Reynaud nous parler des pistes cyclables. Aujourd'hui, cette pratique, ce tourisme donc basé sur la pratique du vélo, ça se développe beaucoup en Provence. Quelle est pas la tendance, mais ça se développe vraiment beaucoup? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Bruno Confé, le président du comité départemental des Bouches-du-Rhône. Oui, donc le vélo, le tourisme à vélo se développe et plus particulièrement avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Les gens sont de plus en plus portés vers le vélo, que ce soit le vélo mécanique ou le vélo à assistance électrique. Et d'ailleurs, nous, à la Fédération française de cyclotourisme, on est tout à fait pour le développement du VAE, vélo assistance électrique, parce que maintenant, ça fait partie du monde de tous les jours et il faut que ça devienne une situation pérenne. Alors, est-ce que... D'ailleurs, dans les Bouches-du-Rhône, J'allais vous poser la question des infrastructures. On sait que c'est un vrai débat aujourd'hui dans les conseils municipaux, l'établissement de pistes cyclables. Est-ce qu'aujourd'hui, les infrastructures évoluent dans les Bouches-du-Rhône ? Alors, les infrastructures au niveau des pistes cyclables dans les Bouches-du-Rhône évoluent. De nombreuses communes développent et relient des communes entre elles pour faciliter le travail à vélo. Alors, ce sont des pistes cyclables qui sont intramuros et qui ne sont pas forcément utilisées par les pratiquants de cyclotourisme pur parce que relier ville à ville pour les cyclotourismes, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Par contre, pour les personnes souhaitant, dans le cadre du développement durable, utiliser le vélo, c'est une très bonne initiative et il faut poursuivre ce développement de pistes cyclables.
D'ailleurs, on a également, pour faciliter les pistes cyclables avec leur utilisation, créé dans les Bouches-du-Rhône 6 écoles françaises de vélo réservées aux jeunes pour leur apprendre à faire du vélo sur ces pistes cyclables. Après, le travers de ces pistes cyclables, c'est l'entretien. Beaucoup de pistes cyclables se développent, mais malheureusement, les communes ne pensent pas forcément à les nettoyer, et pour les gens qui se déplacent en vélo, les bouteilles de verre cassées, les canettes de bière qui traînent, c'est extrêmement pénalisant dans l'utilisation. Vous allez nous expliquer tout à l'heure comment ça se passe quand on est un cyclotouriste, comment on se déplace, comment on choisit son hébergement aussi. Mais une question à Laure Reynaud, dans les parcs naturels, nationaux ou régionaux, il y a une vraie question qui se pose, c'est la question de la surfréquentation. On a vu récemment sur cette antenne ce qui se passait dans les Calanques, qui est un parc national. Est-ce que vous avez le même problème dans les 9 parcs régionaux? Est-ce que là aussi on réfléchit à des façons de limiter un peu aussi cette surfréquentation? Bien entendu, plus que surfréquentation, on parle peut-être davantage de pic de fréquentation à certains moments de l'année, notamment l'été évidemment et sur certains week-ends. Et effectivement, on y travaille même à l'échelle régionale dans le cadre d'un contrat de filière écotourisme où effectivement se rassemble l'ensemble des espaces naturels protégés. Donc pour rappel, on est la région la mieux dotée en matière d'espaces naturels protégés puisqu'il y a 60% du territoire qui est classé. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de protéger cet écrin que les gens viennent chercher et qui apporte une énorme notoriété à la région. Donc, il y a plusieurs actions qui sont menées. On a fait tout un travail en partenariat avec la région et le CRT, avec le dispositif Waze. C'est un GPS qui permet de proposer à des visiteurs qui arrivent, des automobilistes qui arrivent à proximité des espaces naturels protégés, d'identifier s'il y a trop de monde sur leur trajet, d'identifier d'autres alternatives de visite ou d'identifier une possibilité de faire les derniers kilomètres pour accéder au site en transport doux, par exemple en navette électrique ou d'une autre manière, ou revenir plus tard quand les routes sont désengorgées. Donc il y a ce travail-là qui a été mené, expérimenté l'année dernière sur 2 parcs naturels régionaux et étendu cette année à l'échelle de 8 parcs naturels. Donc on télécharge Waze, l'application bien connue, voilà. Qu'on a déjà bien souvent pour le trafic routier, et on peut donc avoir les infos précises sur les parcs naturels régionaux. Vous restez avec nous tous les deux. On va évoquer un problème qu'a déjà soulevé Bruno, qu'on fait, c'est celui de la pollution. Alors évidemment c'est une question très, très générale. Là on va s'intéresser au port de Sifour où des lycéens ont participé à un atelier et même à une opération de dépollution. Vous allez le voir, les trouvailles sont assez stupéfiantes. C'est un reportage de Marion Colangelo, évidemment tourné dans le Var. Triste état des lieux ce matin dans le port de Sifour. Des matelas, du plastique, des bouteilles. Des pneus aussi. Ouais, des pneus et beaucoup de ferraille. Une moto aussi. Ouais, une moto. Ces jeunes du lycée professionnel de la Coudoulière participent à une action menée par l'association l'Odyssée Bleue. Objectif, sensibiliser la jeunesse aux enjeux environnementaux. Il faut qu'ils aient un état des lieux de ce qui est actuellement dans l'eau et quels sont les enjeux. Nous, adultes, on n'a pas pris forcément les bonnes décisions. On a raté quelque chose, puisque ces opérations, on pourrait en faire toute la côte, on en sortirait tout le temps. Donc, ça veut dire que là, actuellement, on n'est pas en phase avec notre planète. Si on veut perdurer sur cette planète, si on veut être en adéquation avec la faune, la flore et notre environnement, il va falloir changer vraiment le cap. Mission accomplie pour l'association, les lycéens prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer. La mer est très polluée. Ouais, on s'en rend pas compte en fait. Ouais. Les déchets, on les jette et au final, ça atterrit dans la mer. À notre âge, déjà, on voit ce que ça donne, la pollution. Donc on va essayer de faire... on va évoluer pour l'avenir peut-être. Pour rappel, la mer Méditerranée est la mer la plus polluée au monde, avec près de 200 000 tonnes de plastique déversées dans ses eaux chaque année. Voilà pour le constat donc à Sifour. Laure Reynaud, vous qui coordonnez le projet tourisme durable pour les parcs naturels régionaux,
les déchets en tout genre, les masques, depuis 1 an. Ça constitue aussi, j'imagine, une problématique majeure. Absolument, et pas uniquement les déchets, les questions de comportement aussi sur l'ensemble des territoires et des espaces naturels protégés. Donc cette année, toujours dans le cadre de ce contrat de filière que j'évoquais en partenariat avec le comité régional du tourisme qui assure la promotion, nous avons décidé de lancer une campagne un peu particulière. Elle a été lancée la semaine dernière justement pour sensibiliser le public au bon comportement dans les espaces protégés. Donc vous allez voir des affichages prochainement sur les abribus en région et puis d'autres infos sur les réseaux sociaux et autres avec 4 messages qu'on va décliner pour inviter justement les visiteurs à protéger les crânes, à respecter la nature, à respecter les activités qui sont en action sur les territoires, voilà, parce qu'il n'y a pas que les visiteurs, il y a aussi les activités du quotidien, les agriculteurs, les éleveurs, voilà, il faut partager l'espace dans le respect, être responsable aussi, suivre les consignes, savoir comment se comporter dans les espaces et puis aussi prendre le temps d'explorer et au lieu d'aller toujours dans les mêmes sites qui sont un petit peu saturés, aller découvrir d'autres choses, se faire accompagner par des professionnels qui portent les marques parcs en partenariat avec les territoires qui connaissent les pépites et qui vont sensibiliser sur la faune, la flore, les paysages et ce qu'il y a d'exceptionnel sur nos territoires. Voilà. Bruno Confet, président donc, du comité cyclotourisme des Bouches-du-Rhône. Bon, la question de la pollution, enfin en tout cas des obstacles qu'on peut mettre sur votre route, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer quelle est la philosophie finalement d'un cyclotouriste ? Alors, la philosophie d'un cyclotourisme, c'est de découvrir la France et puis après l'Europe et le monde, chacun en fonction de ses moyens. Mais on commence déjà par découvrir la France. Nous, les cyclotouristes, nous ne sommes jamais pressés. Nous avons toujours le temps de regarder la nature. Nous ne jetons jamais rien par terre. C'est vraiment pas notre philosophie. Les cyclotouristes adorent s'arrêter, adorent faire des photos. Et pour revenir sur ce que disait Laure sur les parcs naturels régionaux, le comité départemental des Bouches-du-Rhône, on a organisé il y a 2 ans, j'étais le créateur de ce séjour-là avec une collègue qui est au comité directeur avec moi, Madame Grèche. Nous avons organisé un tour cyclotourisme de la région provinciale Côte d'Azur qui s'intitulait « De la Camargue au Préalpes-Azur ». C'est-à-dire qu'on est parti de la Camargue, on est allé jusqu'en le département des Alpes-Maritimes sans jamais quitter un seul parc naturel régional. Nous avons fait la Camargue, les Alpilles, le Luberon, le Verdon et les Préalpes-Azur, en passant par les parcs au niveau est, et nous sommes revenus par ces mêmes parcs côté ouest. Voilà, alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un parcours qui fait rêver, et pas uniquement les touristes, c'est-à-dire qu'on peut conseiller à tous nos téléspectateurs qui habitent en région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'emprunter le même parcours. C'est un peu le paradis. Ah oui, oui, oui. C'est paradisiaque. On a été très, très, très bien accompagnés par les parcs naturels régionaux, tous. Soit certains nous ont reçus directement chez eux à l'issue des étapes selon les endroits où on allait, soit nous ont donné toute la documentation nécessaire qu'on a pu remettre à l'ensemble des participants qui étaient de la France entière. Et ça nous a permis de les sensibiliser sur la gestion de l'eau de notre région. Donc un vrai partenariat efficace. Laure, pour terminer, le vélo, pour faire le lien avec ce que dit Bruno, c'est une pratique qui se développe évidemment là aussi depuis longtemps. Vous voyez affluer les touristes, mais pas seulement, aussi les locaux dans les parcs qui choisissent de découvrir ces pépites environnementales à 2 roues ? Bien sûr, c'est une tendance qui s'affirme depuis plusieurs années et de nombreux parcs n'ont pas attendu ce moment-là aussi pour structurer. On peut citer notamment le Luberon et le Verdon qui ont fait un travail assez important avec le réseau Vélo Loisirs Provence, qui est un réseau de professionnels du tourisme qui depuis des années structure toute cette offre. Et puis les autres parcs aussi. Je vous invite aussi
à découvrir un site qui s'appelle les Chemins des Parcs, où vous pouvez découvrir alors des itinéraires vélo, mais randonnée aussi à cheval sur l'ensemble des parcs naturels régionaux. C'est www.chemindesparcs.fr. Allez-y et régalez-vous. Merci à tous les deux. Laure Reynaud, coordinatrice du projet Tourisme durable pour les parcs naturels régionaux de notre région. Merci également à Bruno Confé, président du comité cyclotourisme des Bouches-du-Rhône. Je vous souhaite un bel été parce que vous allez être occupés tous les deux, chacun dans vos domaines d'activité. Merci encore d'avoir accepté cette invitation en direct sur les antennes d'Azur TV. C'est la fin de cette émission. Merci à vous également de votre fidélité. Merci évidemment à la fine équipe en régie, Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Giusto, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. À demain, bonne soirée sur les antennes d'Azur TV.